Donc, ce matin, on a un petit atelier, c'est le fun parce qu'on va pouvoir parler un peu plus. S'il y a plus de questions, on va pouvoir aller un peu plus in. T'as-tu parti l'enregistrement? Okay. On va pouvoir aller un peu plus in-depth si vous avez des questions sur certains sujets. Fait que le but, OK, c'est pas de vous assommer non plus avec des notions d'hormones, de tous les processus, ce qui se passe. C'est vraiment d'avoir, encore une fois, des choses concrètes, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui va vous aider à optimiser votre système hormonal en courant de la route. Puis là, je vous parle bien de l'optimiser. Si vraiment, comme il y a un problème précis, X, Y, Z, c'est pas de manière naturelle qu'on peut l'optimiser. C'est pas... il y a un maximum de ce qu'on peut faire de manière naturelle. Avant qu'on commence, petite histoire courte, j'ai choisi l'optimisation hormonale parce que c'est très tabou au Québec, Canada, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Puis malheureusement, ça touche une énorme partie de la population. Et le système de santé au Québec fait qu'il n'y a pas de tests qui sont faits, il n'y a pas de dépistage qui sont faits, malgré qu'il y ait beaucoup de cas de divers problèmes hormonaux qui peuvent survenir. Et histoire personnelle, comment que j'ai découvert les problèmes hormonaux? En fait, j'ai un problème hormonal, j'en ai découvert un. Comment que c'est arrivé? J'ai engagé mon premier coach 2020, début du COVID, mais je me suis dit, c'est le bon temps d'engager un coach. Toutes les gyms sont fermés, on va faire ça là. Puis après un certain temps, il m'a appelé et il me disait, hey, il me semble que tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir par rapport aux efforts que tu fais. Fait que ça te tenterait-tu d'aller faire des tests sanguins, savoir qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a demandé ça parce qu'en fait, moi, j'ai des antécédents. J'ai eu une leucémie à 5 ans, fait que j'ai fait de la chimiothérapie. Ça avait été dit que j'aurais pu avoir des problèmes hormonaux dans le temps. Mais, encore une fois, comme le système de santé est fait, mon médecin, il n'a jamais fait rien tester. Fait qu'on n'avait jamais rien découvert. Puis quand j'ai appelé mon médecin, elle m'a dit straight up, quoi, si tu n'as pas assez de testostérone, ton coach va t'en donner. J'étais comme, ouais, ça c'est super. C'est vraiment ça que j'avais besoin. Fait que finalement, je me suis tourné vers le privé. J'étais allé faire des prises de sang. Et on a découvert qu'il n'y avait pas un pas pire gros problème. Donc, ce que je vous montre là, c'est un peu le cheminement par lequel que j'ai passé. Donc, le premier bilan sanguin, on va parler juste vraiment de qu'est-ce qu'on a regardé, c'était quoi le problème. J'avais une test qui était à 11. Une test à 11 pour quelqu'un qui avait 20 ans, c'est très beau. Ça aurait été normal, mettons, j'avais été un monsieur de 83 ans dans un CHSLD qui mangeait de la soupe passée au blender. Ça aurait été pas pire comme résultat. Mais à 20-21 ans, c'était vraiment ridicule. C'était n'importe quoi. En plus de ça, j'avais une TSH qui est l'hormone de la thyroïde. Fait que ça va réguler au niveau de la thyroïde, la vitesse de la thyroïde, qui était à 3,99. Pour vous donner une idée, en 2025, à partir de 3,8, ils commencent à donner des médicaments pour l'hypothyroïdie. Fait que j'étais en plus en hypothyroïdie. Et la FSH-LH, c'est les deux hormones qui vont promouvoir la production d'hormones sexuelles, fait que estrogène, testostérone, progestérone et compagnie. Donc, nécessairement, ce qu'on veut, c'est d'avoir une FSH, une LH qui est un petit peu plus haute, qui va stimuler la production de testostérone. Fait que là, elle était basse. Fait que c'était normal que j'avais une test basse. Fait que déjà, on soupçonnait un bon problème parce que tout est bas, sauf ma TSH qui est super haute. Donc, le médecin dit, ben là, je ne peux pas rien prescrire sur un bilan. Donc, 6 semaines plus tard, je suis allé faire un autre bilan. Ma TSH avait descendu à 8. Ma TSH était restée à 3,99. Mais là, on voit que ma FSH puis ma LH avaient monté. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que j'avais des hormones qui partaient de mon cerveau qui envoyaient un signal pour stimuler la production de testostérone, mais malgré tout ça, ma test restait à 8. Donc, il y avait vraiment un problème. On avait vraiment décelé un problème à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on a fait... Elle avait même descendu, malgré un spike au niveau de la FSH. Donc, malgré un signal plus fort, ma production de testostérone avait quand même descendu. Donc là, j'ai eu ma première prescription qu'on a commencé. 8 semaines plus tard, on a fait des tests. Les tests, ma testostérone avait encore descendu à 7. Par contre, ma TSH avait descendu à 2,54, ce qui est un chiffre moyen, normal, qui n'a pas de problème. Là, bien sûr, ma FSH, ma LH avait descendu, il n'y a plus rien qui existe parce que j'ai des hormones exogènes qui viennent de l'extérieur, fait que veux pas, j'ai plus de production. Donc là, on a vu que ce qu'on a fait, ça a marché. Par contre, on a juste réussi à shut down la production naturelle que j'avais. Là, on a augmenté encore une fois ma prescription et là, je suis rendu dans des ranges qui sont normales au niveau de mes hormones. Mais ça, c'est un processus quand même qui a pris quelques semaines, sans tout le avant aussi, pour essayer de me rendre dans une clinique privée pour être capable de le faire. Et le système public ne le fera pas. Ou dans de très, très, très rares cas. Puis si malheureusement vous avez juste un médecin de famille, c'est des médecins qui sont généralistes, pas des médecins spécialisés. Donc, si on regarde ici, là, la norme, je pense, c'est entre 10 et 32 maintenant. Fait que j'étais dans la norme, fait qu'un médecin
généraliste n'aurait probablement pas poussé plus loin parce que j'étais normal. Mais est-ce que c'est normal pour une personne de mon âge? Pas du tout. Donc, c'est juste de faire attention à ça. Puis, si vous soupçonnez un problème hormonal, bien, la première étape, c'est tout le temps d'aller voir un médecin, public, privé, si votre public est compétent puis il peut pousser les investigations. Parce que, veut pas, problème hormonal, il y a de 40 à 60 % de la population qui va être affectée ou qui sera affectée éventuellement, par peu importe c'est quoi le problème hormonal. C'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est très fréquent, puis malheureusement, bien, personne ne le sait, puis les tests ne sont pas faits, ne sont pas poussés. Au niveau de comprendre les hormones, donc comment que les hormones marchent, qu'est-ce qu'on veut venir optimiser au niveau des hormones, de quelles hormones on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut venir optimiser, il faut comprendre qu'est-ce qui va venir nuire aux hormones. Donc, si on commence chez l'homme, juste un manque de sommeil va avoir une baisse de testostérone jusqu'à 15 % en une semaine. Il y a le cortisol qui va augmenter, le cortisol qui est l'hormone du stress. Donc, on va sécréter un petit peu plus de cortisol. Il y a le GH qui est l'hormone de croissance qui va diminuer également. Donc, on produit de l'hormone de croissance dans notre sommeil, nécessairement si notre sommeil est de mauvaise qualité, on va diminuer notre hormone de croissance. L'hormone de croissance va aider au niveau de brûler les graisses, bâtir de la masse musculaire, puis maintenir le corps dans un niveau d'anabolisme qui est intéressant, donc de construction de masse musculaire qui est intéressant. Il va y avoir une perturbation de la leptine et de la gréline. La leptine et la gréline, c'est les hormones de la faim. Donc, la gréline, c'est l'hormone qui va être sécrétée pour stimuler la faim. La leptine, elle, qui va être sécrétée pour stimuler le sentiment de satiété. Donc, s'il y a un manque de sommeil, il va y avoir une diminution de leptine, mais une augmentation de gréline. C'est pour ça que, souvent, quand vous manquez de sommeil, quand vous avez moins bien dormi, moins bien récupéré, vous avez plus faim, plus de craving, plus de ci, plus de ça. Ça vient de la leptine et de la gréline. Et finalement, on va avoir une diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc, l'insuline qui est bien connue chez les diabétiques, mais aussi chez la population en général, c'est super intéressant parce que l'insuline reste l'hormone la plus anabolique du corps humain, mais tant dans la masse musculaire que dans la masse adipeuse. Si on a une baisse de production à la sensibilité à l'insuline, bien nécessairement, on va devoir monter plus notre niveau de sucre sanguin pour sécréter plus d'insuline et compagnie. Donc là, c'est là qu'on peut venir développer des problèmes de diabète éventuellement. Donc, c'est pour ça que le sommeil, c'est une des premières choses. Chez la femme, on va avoir un déséquilibre de l'estrogène et de progestérone, donc nécessairement au niveau du cycle hormonal, il va y avoir un problème. Même chose au niveau du cortisol, de l'hormone de croissance, on va avoir une augmentation du cortisol, une diminution de l'hormone de croissance. Et perturbation leptine, gréline, un petit peu la même chose que chez l'homme, et même chose au niveau de la sensibilité à l'insuline. Jamais ça va trop vite éventuellement, là, faites juste lever si vous avez des questions aussi en cours de route. Là. Il n'y a pas de problème. Le deuxième perturbateur, le plus fréquent, l'alimentation ultra transformée. Donc, ce n'est pas le cas de la majeure partie du monde ici pour leur alimentation générale, mais c'est ce qui va augmenter le plus le syndrome de métabolique jusqu'à 37 %. C'est quoi le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est un ensemble de facteurs. Pour dire que quelqu'un est, pas victime, mais a le syndrome métabolique, en fait, ça nous prend au moins 3 facteurs de ces 6 facteurs-là ici. Donc, on va avoir une insulino-résistance, ce que je parlais tantôt, un manque de sensibilité à l'insuline, qu'on va avoir une inflammation chronique de bas grade, qu'on va avoir une hyperactivation du système nerveux sympathique, donc une hyperactivation du système nerveux. Après ça, qu'on va avoir une hyperglycémie, donc nécessairement hyperglycémie et insulino-résistance viennent ensemble. On va avoir une accumulation des graisses viscérales, donc tout ce qui est masse adipeuse plus située au niveau de l'abdomen, mais pas juste au niveau de l'abdomen, mais autour des organes. C'est vraiment important. Il y a une différence entre de la graisse que vous avez juste sur le corps et une graisse qui est vraiment viscérale. Et il va y avoir une hypertension, dysfonction à ce niveau-là aussi. Donc, quelqu'un qui représente 2 à 3 de ces facteurs-là va être considéré ayant le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, par contre, c'est réversible. C'est pas permanent. C'est quoi ça, le syndrome métabolique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que ça fait, en gros? Bien, le syndrome métabolique, en tant que tel, ne fait rien, mais c'est juste que tous ces facteurs-là vont aider à détériorer la santé de quelqu'un. Fait que si quelqu'un représente 2 à 3 de ces facteurs-là, automatiquement, il est déclaré comme ayant un syndrome métabolique. Fait qu'un métabolisme qui ne fonctionne pas bien. OK, c'est ça ma question. Ça veut dire que ça ralentit ton métabolisme pour qu'il soit optimal. C'est ça. Simplement, ça veut dire que ton métabolisme n'est pas optimal. Okay. Ton métabolisme ne fonctionne pas de manière optimale, de manière correcte, comme il devrait fonctionner normalement. OK. Donc, qu'est-ce que vous ouais. Hyperglycémie, ça veut dire que, tu sais, ça va
vraiment Trop de sucre sucre. dans ton sang. Ouais. C'est ça. Ce tableau-là, je le comprends, je fit dans toutes les catégories. J'ai le syndrome métabolique. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que ton métabolisme n'est pas encore rendu de fonctionner de manière optimale. Il s'en va vers là, mais des fois, ça peut prendre du temps. Ça dépend de la gravité des problèmes en parenthèse. Si tu manges des ultra transformés, tu vas avoir un problème avec ton métabolisme. Ça peut augmenter le taux de 37 %. Fait que si notre alimentation est majoritairement transformée, ce qui est le nord-américain moyen, ben on a une augmentation de 37 % des chances d'avoir le syndrome métabolique. Ce qui est quand même extrême, là, on s'entend. C'est quand même beaucoup. Ensuite de ça, au niveau du stress, le cortisol. Ce qui est très diabolisé présentement sur Internet, le cortisol, de dire là, il ne faut pas avoir trop de cortisol, le cortisol, c'est pas bon, prenez pas de café le matin parce que ça va augmenter votre cortisol. Il y a une limite à faire entre les deux. Okay? Le cortisol, c'est un peu comme le cholestérol. On en veut juste pas trop, puis pas trop de manière élevée de façon chronique. C'est une drôle de phrase aussi. Pas trop de façon. En tout cas, pas grave. Ouais, ben non, pas drastique, mais on veut pas qu'il soit élevé de façon continue. Si on a des spikes de cortisol, c'est correct. Mais si on a un cortisol qui est tout le temps dans le fond, là, il y a le problème. Parce que le cortisol, c'est ce qui fait que vous vous levez le matin. Fait que quelqu'un qui a une mauvaise gestion, une mauvaise courbe du cortisol va se lever le matin puis il va être déjà à terre. Versus quelqu'un qui a une bonne gestion de cortisol va se lever le matin, il ne sera pas bêté, mais il va avoir de l'énergie. Il va être capable de commencer sa journée. Fait que le cortisol, le problème, c'est surtout tout ce qui est créé par l'anxiété, le stress élevé de façon constante. Mais le cortisol aussi, il va être bon pour mettons, ça vous est probablement déjà arrivé d'arriver dans une situation de danger ou d'avoir soudainement, mettons, Denis, tu fais de la route. Ça t'est probablement déjà arrivé d'arriver dans une situation qui avait un danger X, Y, Z, puis finalement, tes réflexes ont juste kick in puis tu as été capable de gérer bien la situation. Bien ça, c'est une hausse, c'est un spike de cortisol que tu as eu. Parce que là, ton cortisol a augmenté, ton adrénaline a augmenté, tu as été capable de gérer la situation sans même devoir penser. Parce que tu as été beaucoup plus actif. Fait que ça ouvre, mettons, tes capacités, si on veut. Mais par contre... Ouais, vas-y. Tu sais, mettons, t'arrives sur un lieu d'un accident, puis il y a quelqu'un qui lève un char là, c'est ça. pour sauver une personne, ça veut dire que c'est ça. pic de cortisol. Parce que là, mettons, dans cette situation-là, que tout dernièrement, sa force a comme augmenté de 150 %, bien, c'est que le cortisol a comme désactivé tous les système limitant du corps humain pour qu'il soit capable de faire cet acte héroïque-là, si on veut. Fait que c'est vraiment fucké, c'est vraiment spécial, mais ça peut aller jusqu'à là. Parce qu'un cortisol, mettons qu'on retourne dans l'âge de pierre, quand il y avait du cortisol, c'est quand il se battait avec un lion. C'est quand dans le quotidien qu'on se bat avec un lion. Jamais. Fait que si on a un cortisol qui est tout le temps élevé, c'est comme si on était tout en train de se fighter contre un lion. À un moment donné, c'est drainant pour l'organisme. Fait que pour avoir une bonne gestion du cortisol, c'est d'améliorer la gestion de stress. Facile dit de même, mais quand même, ça reste que, simplement dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a quand même le bon côté du cortisol, puis il faut garder un bon niveau de cortisol, sinon la vie va être plate en tabarouette. Finalement, ceux-là sont très méconnus, les perturbateurs endocriniens. C'est quoi ça, les perturbateurs endocriniens? C'est qu'est-ce qui se retrouve dans notre vie au quotidien. Donc là, on peut le voir ici, certaines matières plastiques, les pesticides dans l'alimentation peuvent aider, c'est pour ça qu'on dit tout le temps de laver fruits, légumes et compagnie. Certains produits de cosmétiques, donc les femmes, vous êtes beaucoup plus à risque des perturbateurs endocriniens. Ensuite de ça, ça j'ai tout le temps de la misère, phytosanitaire. Oui, c'est vrai, on est en 2025. Donc, certains hommes peuvent raison. Les meubles neufs, les meubles neufs, tout ce qui est pour diminuer, mettons, le retardateur de flamme, les produits chimiques, en bref, là, tout ça peuvent être des perturbateurs endocriniens. Les aliments aussi OGM, fait que les organismes modifiés, génétiquement modifiés. Un des plus gros OGM, le soya. Le soya, c'est un des plus gros perturbateurs endocriniens qui existent. Le soya. Ah oui? Oui, parce qu'il a été il est utilisé tellement partout dans l'alimentation qu'il a été modifié génétiquement pour résister à plein d'insectes, d'intempéries, pour devenir ultra résistant, mais ce qui fait que, malheureusement, aujourd'hui, le soya se retrouve partout. Donc, c'est de faire attention à ces sources-là, mais encore là, ça devient à
si on mange une alimentation qui est moins transformée, nécessairement, on va manger moins de soya. Sauf que les vaches mangent le soya transformé aussi. Oui. Ceux qui mangent la viande Ouais. mangent aussi le soya. C'est pour ça que quand on consomme de la viande, on va prioriser tout ce qui est grass-fed. Fait que des animaux élevés en pâturage, des choses comme ça. C'est sûr que si on va chez un grossiste comme Costco, ben c'est pas la meilleure source de viande. Fait que, tu sais, tant, mettons, qu'on a une alimentation végétarienne ou omnivore. Ben, c'est pas carnivore, mais c'est omnivore. Hein? OK. C'est tout le temps de vérifier les sources sur lesquelles on va manger, parce que c'est sûr que tant qu'un végétarien peut manger vraiment n'importe quoi, qu'il y a quelqu'un qui va manger du steak qui vient, du bœuf haché qui vient du Costco, ça se peut que ça ne soit pas super non plus. Fait que c'est juste tout le temps de valider ses sources. J'ai un petit commentaire à propos du fameux matière plastique. Puis c'est vraiment, ça a l'air d'une blague, mais ça l'est pas. Mais j'ai vraiment pitié du monde qui travaille au Dollarama, parce que quand je rentre, là, je me dis, ces personnes-là, ils respirent ça. Oui, l'odeur de plastique. Là. L'odeur n'aura pas tant d'impact. C'est plus, mettons, quand de manger dans des plats de plastique, faire chauffer dans des plats de plastique, ça dépend des plats. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Fait que c'est vraiment c'est plate, là, ça demande un peu plus de recherche parce qu'il y en a quand même beaucoup. Puis après ça, je te dirais qu'un des plus gros, c'est surtout produits de ménage, produits chimiques, puis produits cosmétiques. Il y en a énormément beaucoup. Fait que, encore là, ce n'est pas les éliminer à 100% nécessairement, mais si on est capable de diminuer notre exposition, ça va aider. Parce que les perturbateurs endocriniens vont causer quand même beaucoup de syndrome d'ovaire polycystique, d'infertilité et d'hypothyroïdie. Fait que ça peut venir engendrer beaucoup de problèmes. Puis des fois, juste d'éliminer certaines sources, on va voir une amélioration au niveau du système endocrinien. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Le phytosanitaire, c'est-tu exclusivement? Bien, dans le fond, c'est un peu les produits chimiques. Là. C'est des produits chimiques? Mettons, résumé brièvement, on va y aller comme ça. Par contre, ce qui est intéressant avec les hormones, c'est que c'est comme un orchestre. C'est organisé à travers le corps, puis il va y avoir des spikes, il va y avoir des choses qui vont venir engendrer des perturbations hormonales, mais des choses aussi qui peuvent être temporaires. Donc, les hormones, des fois, c'est... on l'a vu un petit peu au début dans mes différents bilans sanguins. Des fois, il va y avoir des spikes, des fois, il va y avoir des drops, puis c'est normal. C'est jamais stable, égal. Non, Josiane n'est pas là ce matin, mais c'est arrivé, là, 4-5 semaines. Je t'avais fait un bilan sanguin de routine pour m'assurer que tout était correct. Je reçois mes résultats. Je regarde mes résultats, je vois que mes enzymes hépatiques sont grimpés dans le fond. Ils sont vraiment, vraiment trop hauts. Ils sont comme 3 fois la normale. Fait que là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que là, je commence à faire mes recherches, puis je trouve pas, j'ai la même alimentation, je mange la même affaire, ma créatinine est élevée en plus. Puis là, finalement, je sors mon horaire, je vais regarder. La veille, j'avais fait un gros workout de jambes, puis je m'étais fait masser par Josia au niveau des jambes. Mais juste ça peut causer une élévation des enzymes hépatiques. Parce que c'est très, très, très drainant sur le corps humain de faire un gros workout, d'avoir un gros massage, parce que Josia, pour ceux qui se sont déjà fait masser par Josia, elle peut n'y aller pas de main morte, mettons, là. Puis elle torque quand même pas pire. Mais juste ça avait causé une augmentation, ça avait spiké mes hormones, pas mes hormones, mes enzymes hépatiques, mes enzymes de foie. Fait que là, dès que mon médecin a vu ça, elle a fait, ben là, voyons, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tes enzymes hépatiques sont élevées comme ça? Finalement, j'ai expliqué ça, fait que c'est normal. Fait qu'il y a certains perturbateurs comme ça qui peuvent arriver, qui vont faire que ça va être vraiment comme débalancé. Mais si je vais refaire un bilan dans 8 semaines, puis je suis convaincu, je vais m'arranger pour me faire masser la veille, là, donc, mais je suis convaincu que mes enzymes hépatiques vont être revenus dans un range qui est 100% normal, qu'il n'y a pas de problème, puis que c'est correct. Mais c'est juste d'être conscient de ce genre de problème-là. Quelqu'un aussi, mettons, niveau hormonal, excusez, c'est le souper de Bruno qui m'a fait rire. Les hormones, comme je disais, ne sont jamais sécrétées de manière stable. Fait que quand on fait un diagnostic, on ne peut jamais faire un diagnostic sur un bilan. Parce que si on va faire le bilan et la personne était dans un down, à ce moment-là précis, ben là, le bilan va ressortir mauvais, mais qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais contraire, si là, on poigne la personne dans un pic, fait que ce qu'on veut, c'est comme tout le temps un average. Puis l'autre chose aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, que ma créatinine était élevée. La créatinine, en fait, va être élevée quand on est dans un mode de catabolisme, de destruction de masse musculaire ou quoi que ce soit. Et ça s'expliquait très bien que je mange
1750 calories en ce moment, puis je fais 12 heures de workout par semaine, ben comme c'est normal que je fasse du catabolisme, fait que c'est normal que ma créatinine soit élevée. Ça va se régler quand je vais recommencer à manger plus, puis ça va être correct. Fait que en expliquant tout ça à mon médecin, là, elle a pu comprendre de pourquoi mes résultats étaient comme ça. Mais c'est juste d'être conscient que certaines petites choses comme ça peuvent venir affecter là, le quotidien puis le taux hormonal aussi. Je comprends que si tu jettes une roche dans un verre d'eau, tu vas faire brasser le verre d'eau, mais pas nécessairement, il ne va pas nécessairement tout se détruire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, les hormones, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment comme un orchestre qui est bien géré, qui joue ensemble, qui joue de symbiose. C'est juste qu'il faut faire attention des perturbateurs qui vont être là de manière long terme, mais il va y avoir des perturbateurs aussi qui vont être là temporaires, comme massage, workout et compagnie. Mais moi qui aime beaucoup les chiffres, qu'est-ce que ça dit au niveau des statistiques? Donc, tantôt, je parlais de 40 à 60 % de la population qui allait développer des problèmes hormonaux. Une femme sur 10 va développer un trouble de syndrome des ovaires polykystiques. Jusqu'à polykystiques. C'est quoi ça veut dire, ça? Plusieurs kystes sur les ovaires. Fait que ça va, mettons, engendrer des problèmes. Oui, c'est ça. Jusqu'à 10 % des femmes vont être affectées par des hypothysies souvent non diagnostiquées. Fait que 10 % des femmes, c'est quand même beaucoup, là. Après ça, déséquilibre estrogène-progestérone très fréquent entre 35 et 50 ans. Plus on approche de la ménopause, plus que le système peut être déréglé. Encore là, c'est intéressant de tout le temps aller faire des bilans sanguins pour s'assurer que tout le temps nos hormones sont in check. Parce qu'il existe des protocoles pour pouvoir optimiser les hormones. Déficience en testostérone affecte 30 % des hommes de 40 ans et plus. Ça, maintenant, aux États-Unis, à partir de 30-35 ans, ils testent de manière automatique à chaque année. Au Québec, ils ne le font pas. Au Québec, tu demandes à ton médecin, voyons, pourquoi tu veux ça? Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Par expérience, j'ai demandé à mon infirmière un test de testostérone, elle m'a quasiment lâché la tête. Oui. Elle était frustrée que je lui demande ça. Mais demande des antidépresseurs. On va te signer un papier sur le chèque. Puis moi, ça m'est déjà arrivé avec un client. Ça allait pas super bien. Je dis, va donc passer un bilan hormonal. Il m'est arrivé dans mon bureau avec une prescription d'antidépresseurs. Je dis, voyons, Chris, t'es pas en dépression. Fait que là, j'ai référé dans une clinique privée. Il a fait des tests parce que son médecin ne voulait pas faire des tests au public. Bien, finalement, il est sur un protocole de remplacement de testostérone, puis ça va super bien. Fait que, parce que le monde, il associe testostérone avec un homme agressif, violent. Oui, puis tu sais, c'est. Hormones, c'est directement relié, mettons, à produits dopants stéroïdes. Ouais. Mais comme, ça reste que, moi, si je ne m'injectais pas de la testostérone 2 fois par semaine, comme, ça irait pas bien, là. Tu sais, je l'ai vu quand j'ai fait mon processus au début, le médecin me disait, t'as-tu des symptômes? Je dis, ben écoute, toujours été le même. J'ai eu ma leucémie à 5 ans, fait qu'on s'entend-tu que je peux pas comparer ça. Mais après avoir commencé ce processus-là, plus personne ne m'enlèverait ça. Là. Mon énergie est tellement différente, mon mood est tellement différent, mais c'est un monde à part, là. C'est complètement différent. Puis je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. On parlait de testostérone, mais ouais. Pour l'avoir vécu, je dirais que les femmes, c'est la même affaire. Ben oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est la même affaire, ils ne veulent pas. Ils te laissent mettre sa pelule. Oui, ça c'est le quick fix. C'est un quick fix. Premièrement, je savais, prends la pilule contraceptive, ça va bien aller. Puis, quand tu veux débarquer la pilule contraceptive, hey, fais pas ça, c'est dangereux pour ta santé, ça va pas. De base, pourquoi t'as pas besoin d'être sa pilule contraceptive, en principe, de base. Là. Normalement, là, on n'est pas fait pour ça. Là. Fait que, bref, c'est juste de faire attention à ça. Résistance à l'insuline, de 25 à 35 % des hommes adultes vont faire de la résistance à l'insuline. Gynécomastie, 20 à 40 % des hommes de 20 à 50 ans. C'est quoi la gynécomastie? C'est le développement des glandes mammaires chez les hommes. Fait que les hommes qui vont développer des seins. Aussi simple que ça. Et ça, c'est directement relié, je veux pas, avec la déficience en testostérone. T'es le seul homme dans la salle. Lui, ça compte pas, il est encore plus jeune. Il est trop jeune. Trop jeune. Mais c'est directement relié. Fait que veux pas, c'est sûr que s'il y a un manque de testostérone, il y a une surproduction d'estrogène ou quoi que ce soit, ben il y a beaucoup d'hommes qui vont développer de la gynécomastie. Peu importe c'est quoi le grade, à quel niveau. J'essaie de moins te regarder. Là. Je vais regarder à terre. Regarde-moi dans les yeux. Mais c'est quoi les solutions à tout ça? Il n'y en a pas, ça va. Ben évidemment, aussi simple que ça, c'est de faire tout le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau, la première étape reste à optimiser le sommeil, c'est le plus important. Peu importe ce que vous faites, si votre sommeil, c'est n'importe quoi, les hormones vont être affectées. Les hormones, l'énergie,
tout va être affecté. Fait que c'est vraiment la première étape pour venir optimiser les hormones du sommeil. C'est vraiment poche, j'ai pas de solution miracle, mais c'est ça. Après ça, on en a parlé, mais diminuer les perturbateurs endocriniens. De diminuer le niveau de cortisol chroniquement élevé. Fait que si on est une personne qui fait de l'anxiété tout le temps, d'essayer de diminuer certaines sources de stress avec différentes méthodes pour la gestion de stress, différents suppléments naturels peuvent venir aider également. Puis de maintenir une bonne sensibilité à l'insuline. Fait que exercice physique, nutrition, de boire suffisamment d'eau, c'est ce qui va aider le plus possible. Après ça, au niveau de la supplémentation, nutrition, qu'est-ce qu'on peut faire? Chez les hommes, pour aider au niveau du système endocrinien, là, je vais me permettre de te regarder parce que tu es le seul homme dans la salle, mais zinc, magnésium, vitamine D3, ashwagandha qui est une plante naturelle, et l'affaire de Tonga qui va aider. Encore là, c'est de la supplémentation naturelle. On ne va pas régler un problème. S'il y a un problème, on ne va pas le régler. Si le système est déjà bon, on peut venir l'optimiser. S'il y a un problème, on ne peut pas le régler. Chez les femmes, inositol, le DIM, le folate, l'acide alpha-lipoïque et la vitamine D3. Qu'est-ce qu'il y a? OK, je pensais que tu avais une question. Donc, c'est tout de manière séparée, mais il existe des produits qui sont compound ensemble, qu'ils ont mis ensemble pour justement aider au niveau de l'équilibre hormonal, progestérone, estrogène chez la femme. Pourquoi la femme? Parce que tu m'as donné du magnésium, je sais c'est mon sommeil et tout, mais pourquoi est-ce que le magnésium n'aide pas pour les hormones comme chez la femme? Il va aider aussi, mais ce n'est pas le principal facteur. Ceux-là vont être beaucoup plus intéressants au niveau des hormones chez la femme. Ensuite de ça, au niveau de la nutrition, bien, ce qui va aider le plus, c'est d'avoir un apport en gras saturé qui est suffisant. Fait que les gras saturés, là, le fameux cholestérol, là, on en veut. Parce que si on n'a pas de cholestérol, c'est un des premiers précurseurs pour la production d'hormones sexuelles. Fait que testostérone, estrogène, progestérone, compagnie. Donc, c'est important d'avoir un apport suffisant en gras saturé. Si vous suivez toutes vos structures alimentaires, on s'est assuré qu'il y en ait partout assez suffisamment. Et dans les noix, dans les œufs, dans la viande, c'est là qu'on va aller chercher les gras saturés. Un apport aussi en protéines, bien entendu. Diminuer les aliments OGM, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, puis d'avoir un apport suffisant en calories. C'est super important parce que si on n'a pas un apport suffisant en calories, le corps, lui, va automatiquement vouloir survivre le plus longtemps possible. Fait qu'il va diminuer certains processus normaux du corps humain pour être capable de survivre le plus longtemps possible. Et les hormones ne font pas partie d'une nécessité à la survie. Fait que, je le vois. C'est une des premières choses qui va shut down. Puis, tu sais, je le vois plus encore là chez les femmes qui mangent 800 calories par jour, ils n'ont plus de règles. Parce que le système endocrinien, il est juste complètement fucked up. Puis il est plus actif. C'est pas compliqué, il est plus actif. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois avec les femmes de pouvoir être en mesure de répartir leurs règles en augmentant leur rapport calorique, puis en... Ils veulent-tu vraiment ça? Ben oui et non, mais point de vue santé, mettons, c'est ce qui est mieux à faire. Parce que là, c'est preuve que leur système endocrinien est vraiment juste shut down. Puis là, on réussit à repartir un peu ce système-là. C'est très bon signe, mettons, pour la santé de la personne. Ouais, c'est pas mal ça au niveau des suppléments. Ensuite de ça, ben l'impact, je sais que j'en parle à chaque formation, je pense l'impact de l'alcool puis le tabac. Mais c'est quand même important de le comprendre. Parce qu'au niveau de la testostérone, c'est drôlement cadré. Bref, dès 2-3 verres par jour environ, il va y avoir une drop de testostérone chez l'homme. Le tabac, de façon chronique, mettons quelqu'un qui est un fumeur habitué, va avoir également une baisse en testostérone. Ensuite de ça, et là on parle tant chez la femme que chez l'homme. C'est ensemble. Parce que oui, chez la femme, on va avoir de la testostérone aussi qui est produite. Et c'est important que vous en ayez. Parce que, encore là, quand je parlais d'orchestre tantôt, les hormones, c'est pas un tout ou un rien, c'est un équilibre. Les hommes, on a besoin d'estrogène. Si on n'a pas d'estrogène, ça va être pas chamaudit. On va être dépressif. Fait on n'en veut pas trop, mais on en veut suffisamment. Après ça, les estrogènes. Donc, l'alcool va favoriser la gynécomastie. L'alcool, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter la conversion de testostérone en estrogène. Parce que la testostérone peut se transformer en estrogène. Donc, chez l'homme, quelqu'un qui boit plus d'alcool va augmenter la conversion de testo en estro. Ce qu'on ne veut pas chez l'homme. On veut quand même plus de testo qu'on a d'estro.
En dessous de ça, chez la femme plus, il va y avoir une petite baisse des estrogènes. Pas chez l'homme, vraiment plus chez la femme. En dessous de ça, l'impact sur l'insuline et la glycémie. L'alcool va causer une résistance à l'insuline accrue et le tabac plus ou moins. Mais bref, je pense pas que c'est... Ouais, ça c'est sûr, il va causer plein de problèmes. Mais au niveau endocrinien, c'est principalement les premiers facteurs ici qui vont venir créer. Au niveau de l'insuline, de la glycémie, il ne va pas avoir un gros impact. Alexis, Oui. on déconseille, même on proscrit le tabac, c'est clair, mais l'alcool, je trouve aussi qu'on ne devrait pas en prendre du tout. Oui, non. C'est social, je ne parle pas social. Non, non. Au niveau du corps. Ouais, mais Parce que vraiment, ça donne de quoi de moi, j'ai poussé ma réflexion un petit peu plus loin. Pourquoi on proscrit tant le tabac, mais pas l'alcool? C'est quoi les habitudes de consommation du tabac versus l'alcool? Le tabac, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, il va fumer une clope. C'est quand tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui va boire une bière. C'est quand tu vas croiser quelqu'un ou connaître quelqu'un que lui, en se levant à 6 h le matin, la première chose qu'il va faire, c'est de mettre du cognac dans son café et le boire. Mais combien de personnes qu'on connaît en se levant, café clope? Donc, est-ce que l'alcool a moins d'impact que le tabac? Je ne suis pas convaincu. Parce que si on prend, mettons, quelqu'un qui fume 2 paquets par jour, puis quelqu'un qui prend une caisse de 24 par jour, pas mal sûr qu'ils s'en vont dans la même direction. Là. Par contre, c'est juste que l'alcool, les gens la consomment moins, donc elle est considérée en ayant moins d'impact. Mais est-ce qu'elle a vraiment moins d'impact? Au même niveau, au même volume, ça serait quoi l'impact? Quelqu'un, puis confession, je suis un amateur de cigares. L'été, je vais peut-être fumer un cigare par semaine. L'hiver, ben, il fait trop frais dehors, puis c'est pas vrai que je vais aller me geler le cul dehors. Non, mais ça va être... Mais est-ce que de fumer un cigare par semaine va être dommageable pour ma santé? J'ai la croyance que non. Parce que aussi, moi, j'ai choisi que c'était ça mon vice, entre parenthèses. Puis c'est pas une dépendance non plus. Comme que je dis, l'hiver, je ne sortirai pas fumer. Puis... Ouais. Ben, check l'exemple, la golfeuse Charlie Hall. Je ne sais pas si vous la connaissez. Aucune idée. La fille est top shape, là. Ouais. Elle a tout est parfait dans sa vie active, là, tout, mais elle fume sur le parcours. Ouais. Puis ça se fait souvent écœurer par ça, là, le monde, les journalistes, pourquoi vous faites ça, vous êtes un mauvais exemple là-dedans. Elle dit, check, elle dit, c'est le seul vice que j'ai, là. Elle dit, toute ma vie est serrée au corps de tour pour m'entraîner, puis bien manger, puis tout faire mes affaires. Ouais. Elle dit, je fais ça, là. Ouais. J'ai connu un client, c'était un peu un extrême. Là. Mais lui, mettons, il pouvait courir, il allait courir un marathon, il arrivait, il sortait une clope, puis il fumait sa clope en finissant le marathon. Puis il venait de courir 42 km. Là. Il n'y avait pas de problème. Mais tout ça pour revenir de dire que, mettons, quelqu'un qui prend un verre par semaine l'été, personne ne va rien dire. Mais quelqu'un, mettons, qui va fumer, c'est moins bien vu de fumer, mettons, du tabac. Là, on va dire de quoi? Mais attends un peu, à niveau égal, ça ressemble à quoi? C'est quoi les impacts à niveau égal? Parce que je suis allé faire des recherches sur le nombre de cancers, le nombre de décès par rapport au tabac, par rapport à l'alcool. L'alcool est vraiment plus bas. Quand on regarde les habitudes de consommation, sont vraiment plus basses aussi. Quand on est dans le trafic, mais en proportion, c'est ça. Je serais curieux de calculer à proportion égale, qu'est-ce que ça donne? Vraiment, tu sais, c'est quoi les vrais chiffres? Le tabac, il est barré de partout, il n'y a plus rien qui existe, il y a des lois anti-tabac à pu finir. L'alcool, le gouvernement, il faisait en promotion durant le COVID. Parce que hey, c'est donc important que tout le monde aille son petit verre de vin par jour. Ouais, bonne idée, ça, durant le COVID. Tu sais, c'est un petit peu ridicule, mais bref. Ça répondait-tu à ta question? Plus ou moins? Je te pose une question, tu m'as répondu. C'est pas grave, de bonne ou mauvaise réponse. Non, mais est-ce que ça répondait à ta question que tu avais? Ouais? On va dire. OK. Mais, par contre, peu importe ce que je vous ai dit aujourd'hui, peu importe que les conseils que j'ai donnés, la première étape à faire, c'est tout le temps d'aller consulter un professionnel pour faire une analyse de qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a beau mettre des présomptions, puis il y en a certains à lesquels j'ai déjà parlé des présomptions, mais est-ce que c'est la vérité? Pas nécessairement, parce qu'il se passe plein d'affaires au quotidien dans le corps qu'on ne peut pas savoir. Tu sais, c'est comme j'arrive au garage, puis je dis « Ah ouais, mon char fait tac, tac, tac. » Quand le va, on s'en prend en aide des affaires. Il faut qu'il regarde en dessous du hood, qu'est-ce qui se passe, il faut qu'il fasse un diagnostic, il faut qu'il plug l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe dans le moteur, c'est quoi les codes d'erreur. C'est un petit peu la même chose. Un bilan sanguin, ça sert à ça. Fait que c'est super important, si vous n'avez pas fait de bilan sanguin depuis longtemps, je vous encourage à en faire un, juste pour faire un check-up, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, est-ce que tout est correct. Oui, tout est. Tu es capable de lire ça puis de faire comme OK. Je vais être capable,
je suis capable d'interpréter des bilans sanguins. C'est ça, t'es capable. Je devrais pas dire ça. Non, mais tu donnes pas de recommandation, Mais mais tu non. es capable de lire. Ouais, c'est ça. Parce que tu lis un livre que tu le recommandes. C'est ça. Voilà. Fait que, tu sais, comme quand je reçois un bilan sanguin, je suis capable de les interpréter, savoir où est-ce que je me situe, qu'est-ce qui a eu un impact, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Mais, tu sais, après ça, moi, c'est le maximum que je peux faire. J'ai pas plus de pouvoir que ça. Par contre, tu sais, s'il y en a qui ont qui pensent avoir des problèmes, qui veulent des références, ça, oui, on peut nous donner des références. Il y a Steinberg qu'on aurait recommandé à quelques clients. Il y a la CME de lesquels moi, c'est ma clinique avec lesquelles je vais, mais qui sont super professionnels, qui sont spécialisés en hormonothérapie. C'est un peu plus long la prise en charge. Oui, il y a des coûts reliés au privé. Par contre, le service est là. Donc, ça, c'est super le fun. Problème, tu appelles 2 jours plus tard, tu as un rendez-vous, puis tout est réglé. C'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. Mais si vous avez besoin de références, ça, on peut vous en fournir. C'est pas un problème, puis on peut faire des recherches à ce niveau-là. Ce qui nous amenait, bien, période de questions. S'il y en a qui ont des questions sur la présentation ou autres reliées à ça, bien, on est là pour ça. Comme je dis, on est un petit groupe, fait qu'on peut explorer un peu plus en profondeur certains sujets s'il y en a qui ont besoin. Je ne vous ai pas trop assommé? Non, ça va? Il y en a qui ont l'air un peu... c'était lourd d'informations? C'est pas à cause de ça. Non? J'ai essayé de faire ça le plus simple possible pour justement pas vous assommer avec des technicalités des hormones. Mais bref, c'est ça. Ça va être disponible en rediffusion aussi sur la nouvelle plateforme. D'ailleurs, que je vais tout vous envoyer une invitation via courriel pour rejoindre la nouvelle plateforme, parce qu'on a changé notre plateforme client pour faire votre première connexion. Puis après ça, tous les enregistrements et compagnie vont se retrouver. Tu peux fermer la...